Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niveau d'Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage. Aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes mettent les campus sous haute tension. Les étudiants qui se considèrent pro-palestiniens demandent à leurs universités de condamner l'assaut israélien sur la bande de Gaza et de se désinvestir des entreprises qui vendent des armes à Israël. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. De grandes universités américaines comme Yale, Columbia ou encore Harvard n'échappent donc pas à ces manifestations menées par des étudiants. Oui, il faut reconnaître que c'est une reprise en fait des manifestations puisque il y avait déjà eu des manifestations au niveau des universités comme il y en a eu dans les villes. Cette fois-ci, la reprise est due au fait que le Parlement américain vient d'accepter d'envoyer de l'argent sous forme d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Ici, c'est le côté Israël qui les intéresse parce qu'ils considèrent que mais ils ne peuvent pas comprendre que Israël soit en train de bombarder le Gaza en particulier. Il y a actuellement pratiquement 35 000 morts et que les États-Unis continuent non seulement de vendre des armes, mais également de mettre beaucoup d'argent à la disposition d'Israël pour que cette guerre continue. Donc il y a un problème interne d'abord. Ils ne veulent pas que l'argent public américain, comme l'a dit quelqu'un parmi eux, soit utilisé pour tuer des populations palestiniennes. Il y a ce problème qui est posé. Il y a l'aspect université. Mais l'université, c'est l'espace où, quand justement, il y a un problème... Mais comment est-ce que ces manifestations sont arrivées au sein même des universités? L'université, c'est le temple du savoir. C'est l'amphithéâtre de la discussion. C'est là où personne n'a le monopole de la vérité. Mais il faudrait que cette crise soit posée, j'allais dire, dans l'amphithéâtre pour que les gens discutent. Mais il se trouve que les universités refusent le débat sur cette question. Pour une raison toute simple. Aux États-Unis, tout le monde connaît la position de Biden parce que ce n'est pas la position de tous les Américains. On a vu des marches aux États-Unis beaucoup plus importantes que des marches même dans des pays majoritairement musulmans concernant cette affaire. Mais les gens ne veulent pas poser le débat parce que quand on pose le débat de façon rationnelle, il ne va pas être facile du tout de défendre Israël dans ces conditions. Maintenant, si à l'université, dans une université américaine encore en plus, on interdit le débat sur une telle question, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, on prend les raccourcis. Quand on n'a pas d'argument, on prend toujours les raccourcis. Ceux qui soutiennent la Palestine sont considérés comme des gens qui sont antisémites. Bon, entre antisémitisme et soutenir un peuple palestinien massacré par des tonnes de bombes depuis je ne sais combien de temps, mais la différence, elle est extrêmement grande. Mais ça montre que même le président de la République, Biden, qui est un soutien inconditionnel d'Israël, n'a pas d'argument puisqu'il a accusé les gens d'être des antisémites tout en disant qu'il est pour le débat contradictoire. Mais bon, tout le monde sait que c'était juste un discours pour pouvoir faire passer un message. Vous parlez de reprise des manifestations. Il faut rappeler que ces manifestations d'étudiants ont commencé déjà en octobre 2023. Et depuis lors, est-ce que ce sont des voix qui sont entendues? Entendues, on peut dire non. Puisque dans les espaces universitaires, ça a posé des problèmes. Vous avez des responsables d'université même qui ont dû démissionner, puisque dans certaines universités, à l'époque, ça avait un peu dégénéré, il faut le reconnaître. Cette fois-ci, la nouvelle donne et qui dérange, c'est que ce n'est plus la manifestation où les gens viennent manifester et puis rentrer chez eux. Ils viennent installer de petites tentes. C'est carrément un campement qu'ils installent au niveau du campus. Et finalement, ça dérange un peu parce qu'il faut reconnaître que ce n'était pas, même s'il y a de jolis gazons sur lesquels on peut s'installer, c'était plutôt s'installer de façon provisoire. Mais là, vous avez des gens qui s'installent en bonne et due forme en contestant la politique américaine au niveau de cette guerre entre Israël et le Hamas, mais en contestant également le fait que rien n'est fait. Puisqu'ils le disent clairement, mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu parce que quand on l'a proposé aux Nations Unies, ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto pour empêcher qu'il y ait un cessez-le-feu. Et Israël n'est pratiquement pas condamné pour la même raison. Ce sont les Américains qui mettent leur veto. Ils posent également le problème de l'aide humanitaire. Bon, même à défaut d'arrêter la guerre, quand même, vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez des personnes âgées, vous avez des malades, mais ces gens doivent pouvoir boire et manger même dans une situation normale, et même ça, les gens ne sont pas capables de le faire. Bon, quand on met maintenant tous ces éléments ensemble, l'université également, ça doit être le lieu de l'humanité
par excellence. Et les universités, justement, où les tensions sont très électriques entre les manifestants et la police anti-émeute. Et les étudiants disent qu'ils y resteront jusqu'à la fin des combats. Est-ce qu'il y a des risques que justement que l'État ait recours à la force pour les déloger, parce que c'est un combat qui risque encore de durer longtemps? Mais ça a déjà été fait. Il y a des universités où on a négocié, les étudiants ont accepté de lever le camp, mais il y a des universités où on a même plaqué au sol des étudiants pour pouvoir les emporter. En fonction des universités, à Columbia, qui est actuellement le centre névralgique, j'allais dire, de ces manifestations, puisque c'est là-bas où ça a commencé, plus de 200 étudiants ont déjà été arrêtés. Et malgré tout, au lieu que les manifestations s'arrêtent, ça a fait le contraire. Ça a créé un effet boule de neige. Les autres universités se mêlent à cause également de la façon dont sont traités les étudiants qui manifestent. Vous avez actuellement une 60aine d'universités qui sont dedans. Et en dehors des États-Unis également, ce sont des manifestations qui ont lieu également en France. Oui, en France, à Sciences Po en particulier, où ils ont voulu faire la même chose. On a voulu les empêcher. Finalement, hier, il y a eu des manifestations. Ce matin, la manifestation a continué. Vous avez des étudiants qui sont à l'intérieur de Sciences Po qui se sont enfermés dedans et qui empêchent les cours. Vous avez d'autres étudiants qui sont dehors, qui manifestent également depuis ce matin. Et eux, ils posent un problème. Ils disent, eux aussi, ils sont à Sciences Po. Mais ils veulent que le problème soit posé et discuter au niveau de l'amphithéâtre. D'étudiants et d'universités, de façon générale, que ce soit en France ou encore en Israël ou aux États-Unis, quelle place occupent les jeunes dans la résolution de ce conflit vieux des décennies? Mais ils occupent une place extrêmement importante, puisque vous les voyez dans une posture de justice, dans une posture d'humanité, dans une posture également de refus de cet impérialisme quand il s'agit de jeunes qui n'appartiennent pas à ces espaces-là, puisque ça repose tous ces problèmes en même temps. Pourquoi, quand il y a des problèmes en Ukraine, on soutient le peuple ukrainien, et pourquoi, quand il y a des problèmes en Palestine, on ne soutient pas le peuple palestinien? Pourquoi, quand l'Iran a voulu bombarder Israël, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont fait une sorte, j'allais dire, de dôme sur le ciel israélien pour que les engins explosifs ne tombent pas sur le sol, mais pourquoi on ne le fait pas pour les Palestiniens? Mais il y a des questions, quand on les pose, les réponses gênent. Et ce sont ces réponses qui gênent, qui font que dans les universités où c'est le lieu par excellence où on doit poser ce genre de questions et trouver les réponses, on refuse même la discussion. Puisque vous avez dans ces universités des professeurs d'université qui l'exigent. Si je prends le cas des États-Unis, vous avez le professeur Kit Belgium, qui est à l'université de Austin, qui dit, mais quand il n'y a plus cette liberté d'expression, mais ce n'est même plus la peine de parler d'université. Le minimum dans une université digne de ce nom, c'est ce qu'elle dit, c'est de poser ces problèmes et de chercher à leur trouver des solutions. Mais ces universités sont dans des pays qui, de façon très claire, sont des soutiens inconditionnels d'Israël et ils ne veulent pas d'un débat objectif, parce que dans un débat objectif, la conclusion, ce sera une condamnation du Hamas. Ça sera une condamnation d'Israël, mais la condamnation d'Israël va être certainement beaucoup plus forte que la condamnation du Hamas. Oui, Mamadou Diouf, comment comprendre la réaction ou l'attitude pacifique de la Maison-Blanche face à ces situations où le président Joe Biden soutient la liberté d'expression? Quand il dit « je soutiens la liberté d'expression », c'est un message, il ne peut pas dire autrement. Tout le monde connaît comment les Américains, de façon générale, tiennent à la liberté d'expression. Mais il soutient quelle liberté d'expression? Si à l'université, le lieu par excellence de la liberté d'expression, on empêche de faire des débats ouverts, les gens de faire des débats, mais c'est pourquoi j'ai dit, il lui est difficile de faire autrement. En tant que soutien inconditionnel, il a des problèmes, parce que même s'il veut être l'avocat du diable, le diable a toujours été difficile à défendre. Donc c'est pourquoi il pose un principe qui n'est pas respecté sur le terrain, et en même temps il accuse les gens d'être des antisémites, parce qu'en réalité, lui, comme le fait qu'on refuse les débats à l'université, il y aura difficilement des arguments pour expliquer comment, même pour combattre le Hamas, on tue 35 000 personnes devant tout le monde, et ceux qui auraient pu faire quelque chose ne font absolument rien. Quand on est un humain et qu'on regarde cela, c'est un désastre, il faut le dénoncer, et de la façon la plus forte.
Les étudiants pro-palestiniens protestent donc contre le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Mais sur place, la situation est toujours catastrophique et justement, les États-Unis ont une solution temporaire, ouvrant un corridor pour pouvoir acheminer de l'aide humanitaire. Mais c'est de la fumisterie. C'est tout. C'est de la fumisterie. Vous pouvez empêcher une guerre. Vous pouvez amener un cessez-le-feu. Mais si vous le faites, les gens de Gaza n'ont pas demandé de l'eau, ils n'ont rien demandé. Ils vivaient normalement, avec des difficultés, mais ils parvenaient à vivre. Mais si vous êtes là, vous donnez des armes qui les bombardent, vous donnez les armes qui font tomber leur maison, vous donnez les armes qui les empêchent de cultiver, de pouvoir vivre, et puis après vous parlez d'aide humanitaire, mais vous vous moquez des gens ou quoi? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de laisser les conséquences venir et de venir dire on va essayer de voir comment intervenir sur les conséquences. Ça ne nous semble pas logique. Il faut intervenir sur les causes pour que les conséquences ne soient pas là. Et ils peuvent le faire puisque c'est eux qui arment Israël. S'ils prenaient une décision ferme de ne pas armer Israël, ils n'auront pas besoin d'aller donner de l'aide humanitaire à ces populations. D'ailleurs, les Gazaouis sont dans des conditions extrêmement difficiles puisque avoir de l'eau même pour boire est devenu un sérieux problème. Et que révèlent ces manifestations d'étudiants? Est-ce que, selon vous, pour les prochaines générations, ces enjeux géopolitiques devraient être enseignés? Mais ça doit être enseigné. Même pour les générations actuelles, ça doit être enseigné. Il faut qu'on arrête, quand on pose des problèmes, de vouloir pour certains problèmes dire qu'il y a des lignes rouges. C'est malheureusement le cas avec Israël. À chaque fois que vous voulez poser le problème de façon sérieuse, on dit non, c'est parce qu'il soutient les Palestiniens, non, c'est parce qu'il est antisémite. C'est pas seulement aux États-Unis. En France, le problème se pose de la même façon. Quand les gens ont voulu manifester en France, quand Israël a commencé à bombarder, mais beaucoup de manifestations ont été tout bonnement interdites. Alors que la France est le pays par excellence des manifestations. Mais, comme je l'ai dit, on ne peut pas argumenter en faveur d'Israël. Même quand on riposte, il y a le principe de la proportionnalité. Quand on riposte, quand on accepte une riposte, il y a le principe de la proportionnalité. Alors qu'ici, il ne s'agit pas d'une riposte. C'est des Palestiniens qui sont massacrés depuis on ne sait combien d'années, qui réagissent. C'est eux qui sont plutôt en train de résister. C'est eux qui sont en train de se défendre, ce ne sont pas eux qui attaquent. Bon, on essaye de contourner les choses, mais quand vous posez un débat objectif sur la question, vous allez avoir du mal à défendre ce que l'État israélien est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est ça que les jeunes ont compris. On aspire de plus en plus à un monde où la justice, la liberté va faire partie des règles fondamentales, mais il y a ce caractère humain également qu'on développe de plus en plus chez les jeunes aujourd'hui. Mais quand vous mettez ces deux choses ensemble, vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe à Gaza et rester indifférent. Et quel regard portez-vous sur la position de l'Afrique face à ces situations, le chaos dans la bande de Gaza? La position de l'Afrique est à la limite inexistante, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parce que quand je dis Afrique, vous avez l'Afrique du Sud, qui a une position très forte, une des meilleures positions d'ailleurs. Vous avez vu l'Afrique du Sud même qui essaie de traduire Israël devant la Cour internationale et qui accuse Israël de faire du génocide. Vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc, qui ont également des positions qui sont relativement fortes, mais moins fortes que celles de l'Afrique du Sud. Mais vous avez également des pays africains qui aujourd'hui sont en train d'entretenir de très bonnes relations avec Israël et qui ne veulent pas remettre en cause ces relations et qui sont parfois dans un mutisme ou un ni oui ni non qui ne permet même pas de savoir quelle est leur position. Ça fait qu'on ne peut pas parler de position de l'Afrique en tant que telle, puisque les dirigeants africains qui devaient prendre position ont des positions différentes. S'il fallait interroger maintenant la jeunesse africaine, il est clair que beaucoup de personnes auraient dénoncé ce qui se passe au niveau de Gaza actuellement. Mais les manifestations dans les universités américaines ou encore françaises risquent de se poursuivre pour longtemps. Ça risque de se poursuivre puisqu'il était prévu d'appeler les forces de l'ordre pour venir dégager la manifestation au niveau de Columbia en particulier, puisque c'est là-bas le quartier général des manifestations. Mais finalement, le deadline, c'était aujourd'hui, vendredi à minuit. Mais quand ils ont vu que les étudiants ne sont pas prêts à lâcher, et ils ont vu l'effet que a produit le fait qu'ils viennent déloger ces étudiants par la force, puisque ça a entraîné des manifestations dans d'autres universités, ils ont reporté le délai. Ils sont en train de discuter avec les étudiants. Donc, ça peut effectivement continuer parce que les étudiants persistent dans les manifestations et d'autres universités rejoignent les universités qui sont déjà en train de manifester. Merci beaucoup, Mamadi Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.